maman a eu à faire beaucoup de sacrifices. Et le fait que maman a eu à faire autant de sacrifices pour s'occuper de ce petit frère qui avait une condition sur laquelle on n'avait pas de contrôle. Tu sais, les poules là que tu vois en ce moment dans les rues, C'était ça partout. c'était ça partout. Ah C'était ouais. pas normal pour une cour d'école, tu Bah vois. oui. Et il n'y avait aucune installation de jeu. Tu trouves pas que tu te contentes de peu un peu dans la vie? Comme tu sais, on parle, tu es capable de parler, tu serais capable de faire quelque chose. Elle a dit, maman, mon ami Fares, ils sont pauvres et sa mère lui fait des boîtes à lunch, c'est incroyable. Ici Fares Ouaïssa, analyste d'affaires TI, futur conférencier. Merci de m'avoir accueilli. Enchanté Fares, merci Enchanté, d'être Cam. venu. Je suis honoré. On a de la chance aujourd'hui, on a Benoît qui est de retour. Oui, je suis revenu. Enfin Benoît. Doublement honoré. Exact. Donc on est tous les deux là pour t'accueillir aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur toi en fait, parce que pour une petite histoire, tu m'as contacté sur LinkedIn il y a quelques temps maintenant. Ouais. On avait parlé, échangé un peu pendant une demi-heure et justement ton expérience vraiment humaine pourrait nous intéresser dans un de nos podcasts. Donc je t'ai proposé le fait de faire une vidéo avec nous, puis tu as accepté justement de la faire. Donc pour nous déjà c'est un cadeau que tu sois là à parler avec nous. Donc voilà. Donc pourquoi tu es là aujourd'hui? Le but c'est que tu te présentes, que tu racontes un peu par où tu es passé et pour arriver justement à cette idée un peu, comme tu dis toi-même, un peu farfelue là, de devenir conférencier un jour. Absolument. Voilà. C'est drôle parce que j'ai d'abord découvert votre podcast en ayant reconnu Benoît Chalifou, que j'avais rencontré il y a quelques années, qui était chef de panel lors d'un lancement d'entreprise d'un de mes amis. C'était Sports AI. C'était un ami avec qui j'étudiais à Polytechnique qui l'a lancé. On a gardé contact et tout. Donc je me suis rappelé de lui. Et en l'ayant vu, je vous ai vu vous. Et là, je me suis dit, je vais le contacter. Ils ont l'air sympas, les gars. Et de là, notre appel. Exact. Et là, le courant a passé direct. J'ai vraiment aimé. Et merci de m'accueillir. Bah écoute, mon parcours, en réalité, c'est un parcours d'un gars lambda. Tu sais, je me prends pour personne. Hein. Et je pense que chacun d'entre nous aura eu sa part de difficulté. Il ne faut pas commencer à comparer entre les vies de l'un ou de l'autre. Ce que moi, j'essaye de propager comme message, c'est que quelles que soient les difficultés, c'est ton mindset qui fait la différence. Si tu as le bon mindset, tu peux, comme on dit, overcome ces difficultés et tracer une très belle toile à la fin. Donc Ouais, justement, c'est ça qui m'a plu quand on a échangé tous les deux là. C'est ton humilité en fait sur tout ce que tu as fait. Puis tu as réussi quand même pas mal de choses. Tu es là aujourd'hui, tu expliqueras avec ton parcours, mais ton côté humble, et puis tu sais d'où tu viens. Ouais. Tu sais à qui tu le dois aussi. Et ça, je pense que moi, comme Benoît, ça touche beaucoup en fait. Et ça, je pense que ça peut toucher à beaucoup de monde aussi. C'est, on sort, tu sais, moi je sors je suis fils d'ouvrier, immigré en France. Et puis voilà, aujourd'hui je suis au Canada, je suis super fier d'être au Canada aujourd'hui avec ma femme et puis d'être chez SNC aujourd'hui, de tourner le podcast avec Benoît, tu vois. Et bon, je pense que Benoît, pareil pour ton côté, je pense que ça va être à peu près similaire, quoi. Et puis toi pareil, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on a voulu aussi t'inviter, quoi. Merci. Puis tiens, on en parlait tantôt avec Benoît. Tu sais, moi, je viens d'Algérie. Je suis venu à 8 ans au Canada. Tu viens d'un autre univers. Tu découvres le Canada, tout est nouveau. Et ce qui est un peu de spécial dans notre histoire, c'est que très vite, on a été confronté à une réalité qui nous a vraiment bousculé. C'est le fait que mon petit frère a été diagnostiqué avec l'autisme. Mais l'autisme de très très haut niveau. Ok. Et à partir de là, disons que maman a eu à faire beaucoup de sacrifices. Et le fait que maman a eu à faire autant de sacrifices pour s'occuper de ce petit frère qui avait une condition sur laquelle on n'avait pas de contrôle, tu sais, moi, je me suis retrouvé un petit peu, pas tout seul, parce que ma mère, elle a toujours su prendre soin de moi, mais juste pour la petite anecdote, au départ, elle était convaincue qu'il fallait absolument qu'il soit éduqué avec des enfants normaux dans une école normale, pour pas normaliser des comportements asociaux et après devenir un peu, comment je pourrais dire, rapidement faire en sorte que le regard extérieur sur lui soit un peu négatif. Elle a réussi à le faire scolariser pendant 2 ans dans une école normale. Et au bout des 2 années, il y a eu la directrice qui a voulu économiser le budget de l'accompagnatrice qui était assignée à lui. Ouais. Et elle a monté un dossier pour pouvoir l'exclure de l'école. Ouais.
Et ça a été jusqu'à la DPJ, c'est les sociaux. Mhm. Ah ouais. Je sais pas exactement c'est quoi le terme de référence en France par rapport aux services sociaux C'est les services à sociaux. l'enfance. Ouais. Donc c'est pareil. Ouais, voilà. Bah, ça a donné qu'on a voulu forcer ma mère à l'envoyer dans une institut pour personnes, on va dire, avec des besoins spéciaux. Ok. Et là, elle a refusé. Ouais, elle a pris le jour où ils sont venus le chercher. Je passe un peu de détails. Bah, elle s'était enfuie. Elle a Ok. pris un billet d'avion aller sans retour Est-ce qu'ils ont voulu venir chercher ton petit Ouais. frère? pour Ah ouais. l'institutionnaliser. Ouais. Ok. Ok. Parce que selon la directrice, mon petit frère souffrait étant donné la décision de ma mère de le faire étudier dans une école régulière. Ah ok. Ouais, Voilà. il connaissait mieux ton frère Voilà, que sa mère. exactement. Et pourtant, tu sais, initialement, le docteur qui a diagnostiqué mon frère, il a dit que mon petit frère allait jamais parler de sa vie. Hmm. Et au bout des 2 années où est-ce qu'il a été scolarisé avec des enfants normaux, il a commencé à parler. Donc ma mère était en train d'engranger une victoire. Ouais, Mhm. oui. Mais ces personnes-là ont voulu, comment je pourrais dire, nier la victoire qu'elle était en train de construire. Ok. Ouais. Mais c'était que le début. Parce Mm. qu'en réalité, après ça, elle s'est enfuie carrément à Calgary pour pas se faire enlever mon petit frère. Ah ouais. Ouais. Elle a été itinérante pendant quelques semaines. Elle a dû dormir soit dans la rue. Elle a de la chance. Bon, c'était pas l'hiver à l'époque. Il y a une dame qui l'a accueillie chez elle sur un matelas à côté de sa voiture dans le garage. En échange, ma mère lui faisait le ménage de la maison. Mhm. Petit à petit, elle a réussi à se faire une petite situation. Elle a eu un petit appartement, des aides sociales et tout. Elle a réussi à inscrire mon frère dans une école primaire là-bas où est-ce qu'il a pu étudier avec des enfants normaux, encore une fois. Une fois qu'il a passé environ, je pense, 16-17 ans, il n'y avait plus de recours là-bas, tu sais, il n'y avait plus de moyens. Mhm. Donc elle a dû, encore une fois, cette fois-ci s'enfuir, mais pas s'enfuir réellement, c'était vraiment juste parce qu'il n'y a plus de moyens. Elle est partie en France, à Lyon. Ok. Pas loin de Lyon, en fait, dans un village qui s'appelle Tizy-les-Bourgs. Ok. Donc elle a dû faire un côté du continent américain, elle est allée vers l'autre côté, puis finalement en France pour suivre mon frère. Donc ça, Oui. c'était un peu Oui. Et toi, t'étais Ouais. resté à Montréal, à Montréal ici? avec mon père, ouais. Ok. Toi, t'étais là. Absolument. Donc c'était un peu, c'est ce qui a donné le ton à notre on va dire, parcours canadien. Ouais. Et pour la petite anecdote, moi, pendant tout ce temps-là, j'étudiais dans la même école au primaire que celle où est-ce que mon petit frère a été exclu. Ah Ouais. Et cette école-là, c'était une des pires, en tout cas, elle était dans le top 10 des pires écoles primaires à Montréal. Ah bon. Ouais. Pourquoi? Elle était... Ouais. Écoute, il y avait eu... L'enseignement. Ouais, tout. En fait, elle était dans le classement des top 10 pires cours d'école à Montréal. Ok. Parce que la cour d'école, on avait des... Tu sais, les nids de poules là que tu vois en ce moment dans les rues, C'était ça partout. c'était ça partout. Ah C'était ouais. pas normal pour une cour d'école, tu vois. Ah oui. Et il y avait aucune installation de jeu. On avait vraiment 2 vieux paniers de basketball. Ouais. Et on avait, genre, ils étaient rouillés, il n'y avait pas de filet, rien. Et il y avait Ah, je sais pas si vous savez, c'est quoi le ballon poire. Non. En tout cas, c'est un truc qui est populaire. C'est comme un genre de ballon en forme de poire Ok. qui tourne autour d'un Comme genre les d'essieu boxeurs. comme ça. Ouais, exactement. Qui tapent Et dessus. c'est chacun à oui, tour ok. de rôle, on tape Ok, dessus, ouais. tu vois. Ouais. Ouais, comme les boxeurs, exact. Donc il y avait à peine ça. Mais tu sais, c'est dans un quartier défavorisé, dans le quartier Saint-Michel. Ok. L'éducation y était pas. Tout y était pas dans cette école. Donc, le paradoxe que j'ai vécu très tôt, c'est passer de cette école-là à la meilleure école secondaire au Québec. Parce Comment que, t'en es passé comme ça? en fait, j'étais quand même assez bon à l'école, tu vois. Ouais. Et mon père, il a trouvé cette école-là. Et ils admettaient 2 personnes par année à qui ils offraient une bourse parce qu'ils venaient de familles défavorisées. Donc, j'ai été inscrit. Mon père est allé faire la demande. J'ai fait l'examen d'admission comme tout le monde. J'ai réussi l'examen. Mhm. Et j'ai commencé à étudier là-bas. Mais pour moi, c'était un choc. Ouais. C'était vraiment un choc. Je comprends. Je débarquais les matins à l'école. Moi, mon père, pendant la première année, il avait encore les moyens d'avoir une voiture. Il me débarquait avec une voiture qui faisait un bruit atroce. Et il y avait des Ferrari qui déposaient les autres enfants. Ah ouais. Ouais, Ferrari. Carrément. T'étais comme... C'était où cette école? Collège Jean-Eudes, c'est sur Rosemont, entre Pinneuf et Saint-Michel. Même Ok. aujourd'hui, c'est dans le top 1 ou top 2 maximum des écoles secondaires au Québec. Ok. Comment t'as gardé la motivation pour suivre les cours comme ça, pour continuer, pour enchaîner? Parce que t'as ta mère et ton frère qui sont partis et toi, t'es quand même resté numéro 1. Enfin, Non, C'est non, quoi au qui- secondaire, j'étais pas resté numéro 1 du tout. t'étais pas resté numéro Pas 1? du tout. J'étais numéro 1 au primaire. Au secondaire, je me débrouillais bien au début. Ok. Mais avec les problèmes familiaux, j'ai commencé à piquer du nez. D'ailleurs, même en secondaire 5, j'ai failli ne pas avoir mon diplôme. Ok. Ok. Ouais, c'était vraiment... Parce que ma mère est partie justement en début d'année de secondaire 5. Mhm. En fait, pour remettre les choses en contexte, la dernière année de cette étape scolaire. Parce que tu as Ouais. le primaire, les 6 premières années. Tu as les 5 années suivantes au secondaire. Après, tu as les 2 ans ou 3 ans de cégep. Et après, tu as l'université. Ouais. Donc, ma dernière année du secondaire,
bah, j'ai failli ne pas avoir de diplôme parce qu'à la maison, ça allait pas. Ouais, je comprends. Donc ça, pour un peu donner le ton à la suite, on va dire, de le prochain arc de mon histoire, c'est j'ai failli ne pas avoir mon diplôme et je suis rentré au cégep. Ouais. Ça, c'est un peu l'étape que tu fais qui détermine ton futur à l'université. Si, admettons, tu fais un programme scientifique, tu peux rentrer dans les programmes comme l'ingénierie ou bien la Mhm. médecine, tout ça. Si tu fais un programme plus de sciences humaines, tu pourras faire peut-être de la comptabilité, des RH en tout cas. Ouais. Je rentre en sciences pures, c'est-à-dire que c'est le programme qui te permet de rentrer en ingénierie, par exemple, par la Ok. suite. Bah, après une première session, je rate tous les cours. Ok. Et on me C'était en met, quelle année ça? T'avais quel âge à peu près ça? tu commences à 17 ans. Ok, Donc, c'est l'année où est-ce que je passe de 17 à 18 ans. ok. Donc, la première session, je rate tous les cours. Et on te met sous contrat. On te fait signer un contrat comme quoi que si tu échoues plus de la moitié de tes cours une autre session d'affilée, tu es renvoyé du système. Ah ouais. Ouais. Donc, c'est ce qui s'est passé avec moi. La session d'après, j'ai échoué tout, encore une fois, Mhm. et j'ai été renvoyé. Ok. Et c'est là où est-ce que commence un peu la galère. Là maintenant que t'as mûri, t'as grandi, tout ça, tu sais te dire pourquoi t'as échoué à cette époque-là? C'était pas le moment de me faire choisir une destinée, une voie, tu vois. Je Ok. me cherchais encore trop comme humain Mm. pour que tu puisses m'imposer quelque chose d'aussi lourd que de choisir qu'est-ce qu'allait être ma carrière plus tard. Ok. Et maintenant, avec beaucoup de recul, je me rends compte que il y a pas mal de gens autour de moi qui savaient déjà qui ils étaient. Mhm. Alors que moi, j'étais encore en train de me chercher, tu sais. Ouais. Mm. Donc, me forcer maintenant à choisir de devenir médecin, ingénieur, ça me parlait pas. Ouais. C'est aussi simple que ça. Donc, Ok. rapidement, je me suis fait mettre dehors et j'ai suivi des mauvaises personnes. Tu sais, j'ai fait tout ce qu'un jeune qui se cherche ferait quand il manque de repères. Ouais. Mm. Donc, j'ai suivi des personnes un peu fréquentables. Mm. Après, je pense avoir eu toujours un peu cette lucidité-là pour me fixer des limites. Ouais. Mhm. C'est quand je vois que les personnes que je suis vont dans une direction qui, au final, peut être, j'ai pas envie de dire fatale, mais tu sais, qui peut te mettre dans une situation où est-ce que c'est difficile de récupérer, je fais initier toujours par couper les ponts. Ouais, Ok. t'avais envie de braver un peu l'interdit, tout ça, mais Absolument. Puis, c'est avec une drôle limite parce quand que même. dans ma tête, cette limite-là se matérialisait un peu comme sous forme de ma mère. Ouais, je Parce qu'elle comprends. était loin. Tu vois, elle était loin. Je Ah savais ouais, qu'elle elle allait était pas toujours en savoir. France là À ce moment-là, elle était à Calgary. à Calgary. Ah Ouais, d'accord, voilà. elle était à Calgary. Calgary, exactement. Ok. Et j'avais toujours un peu cette idée-là où est-ce que je me disais, c'est vrai, bon, elle est pas là. Elle pourra pas me chicaner, elle pourra pas se fâcher. Mais si vraiment je dépasse une certaine limite, elle va finir par le savoir, elle sera pas fière. Mm. Mhm. Donc, je m'arrêtais. Ok. Donc, c'était un peu mon garde-fou, ma C'était maman. ton petit ange sur l'épaule quoi. Absolument, absolument. Ok. Sans elle, de vrai, je pense qu'il y a pas mal de choses que j'aurais poussé un peu plus loin. Tout ça pour dire, là, j'enchaîne les petites jobines. Ouais. Et je fais 7 ans comme agent de sécurité. Je fais 7 ans à travailler de nuit. De 18 à 25 ans à peu près là, c'est ça? À peu près, ouais. Ouais, J'ai ok. fini à 27 ans. Ok. À 27 ans que j'ai fini la carrière d'agent de sécurité. Ok. Et à un moment donné, vers l'âge de 25 ans, je me suis posé la question. En fait, c'était en fait grâce à un ami carrément. Il y a un Mhm. ami à moi qui lui était pharmacien. On allait souvent prendre des cafés ensemble et un jour il me dit, il a été vraiment franc avec moi, il m'a mis une claque carrément. Ah ouais, ok. Il m'a dit, tu trouves pas que tu te contentes de peu un peu dans la vie? Comme tu sais, Mhm. on parle, tu es capable de parler, Mm. tu serais capable de faire quelque chose. Et là je me suis dit, ouais, il a raison. Et j'ai rêvé. Je me suis dit, tu sais quoi, je pense être un peu plus mûr maintenant, Mhm. je vais retourner à l'école. Donc je me suis inscrit à une année préparatoire à l'université, Ok. qui fait un peu office de Ah. parcours qui remplace ton cégep. Tu sais, Ok. tu fais les cours, tu sais, tous les cours, on va dire, de sciences qui te permettent par la suite de t'inscrire dans un programme de sciences à l'université. Tu les Mhm. fais là. Les maths, la physique, la chimie, la C'est du bio. rattrapage en fait de Ouais, en quelque sorte. ce que t'as pas eu avant quoi. Exactement. Et j'ai osé, je me suis inscrit. Ce qui est cool, c'est que sur les bancs d'école, je rencontre ma femme. Donc, tu sais, même si, admettons, ça le faisait pas à la fin, au moins j'aurais ramassé un compagnon de parcours entre-temps. Ouais. Mais, Un bon compagnon de parcours. ouais, voilà, Compagnie voilà. de parcours. Et on est encore ensemble, donc Ouais. 2 enfants, je suis vraiment fier. Ouais. Et initialement, je voulais faire pharmacien. Tu sais, je voulais carrément mimiquer mon mentor.
Ok. Mais c'était pas possible parce que pour faire pharmacien, à partir de ce programme-là en particulier, il te fallait 100% partout. Je rigole pas, vraiment 100%. Ok. Parce que le programme était facile, hein, pour de vrai, il n'était pas trop compliqué. Et il y avait une grande diversité de personnes qui le faisaient. Il y avait autant de personnes qui le faisaient pour devenir infirmier, autant certains voulaient devenir médecin. Mhm. Donc, ce qui fait que l'écart type au niveau des résultats, il était très élevé. Ouais. Donc, si vraiment tu voulais te démarquer, il fallait 100 ou 99. Ah, ok. Donc, moi, j'avais des 93, 95, Mm. ce qui était bien. C'est bien déjà, ouais. Ouais, mais pas assez pour rentrer en médecine ou en pharmacie, par exemple. Donc, Ok. je me suis rabattu sur on va dire, le prochain choix qui était intéressant, c'était l'ingénierie. Mhm. Donc, j'ai commencé l'ingénierie en génie civil Mhm. initialement. Après, il y a eu un peu je sais pas, peut-être que vous n'avez pas l'historique, mais il y a eu la commission Charbonneau ici à Montréal. C'était une grande commission en ce qui concerne tout ce qui est le- la collusion et au niveau de la construction à Montréal. Ah, si, j'en ai entendu parler. Ah, ouais, Ouais, avec la voilà. corruption et tout ça, là. Ouais, Ouais. exactement, Avec exactement. le stade, il y avait la corruption au stade olympique aussi, non? C'est pas ça aussi? Possible, Partout. Ouais, partout. Partout. Ouais, ouais, exact. Regarde juste les routes là en ce Ouais. moment. J'en ai entendu tu parler, comprends quelque exact. chose qui- Ouais. Mais ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que tout le monde que je connaissais qui était en civil, bah, il trouvait pas d'emploi. Ok. Donc j'ai switché vers l'informatique. Ce que je regrette absolument pas parce qu'aujourd'hui j'en vis. Mhm. Et l'informatique, contrairement au civil, fait en sorte que c'est difficile d'être cloisonné dans une industrie en particulier. Tu sais, le civil, une fois que tu as fini le civil, tu vas travailler que dans le civil. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose de diamétralement opposé. Mhm. Alors qu'en informatique, bah, tu peux travailler dans des compagnies de civil si tu aimes, Mhm. l'industrie, Ah, exact. tu peux travailler dans le transport. Tu sais, c'est... Il y en a besoin partout. Donc, Exactement. ouais. Donc, c'est là que j'ai un peu bifurqué. Je suis allé en génie. Ça m'a pris 8 ans de finir mon bac, comme je te Ouais. l'ai dit il n'y a pas si longtemps. Ouais. Mais entre-temps, tu sais, il y a eu pas mal d'embûches. Après, c'est pas vraiment des embûches, c'est des aléas de la vie qui font que des fois, tu vas ralentir. J'ai Ouais. eu 2 enfants. J'ai opéré mes 2 genoux. Parce que, bon, je traînais deux blessures assez graves au ligament antérieur croisé du genou droit et du genou gauche. Mhm. J'ai eu à passer en mode temps partiel parce qu'il fallait travailler. Ce qui est bien, c'est qu'à partir de 2020, j'ai commencé à travailler vraiment dans le domaine Ok. en tant qu'analyste d'affaires. Donc là, j'ai quand même un bon 6 ans d'expérience en tant qu'analyste d'affaires. Mhm. Mhm. Donc j'ai pu joindre, on va dire, l'utile à Ouais. l'agréable. Là, parce que au début, quand j'ai commencé, je continuais encore comme agent de sécurité. Mais dès le moment où j'ai fait ma première opération, je ne pouvais plus travailler comme agent de sécurité. C'était trop compliqué de rester debout avec, Ah oui, avec ouais. les chirurgies Ouais. et tout. Mhm. Ouais. Donc c'était ça. Parce que t'as fait du foot avant. Oui, C'est pour voilà. ça que Voilà, t'as dû te faire opérer. absolument. À 19 ans, j'ai déchiré la droite, le ligament intercroisé de la droite. Ouais. Et à 23 ans, j'ai déchiré le ligament intercroisé de la gauche. À 19 ans opéré et à 23 ans, Pas nouveau. du tout. Pas Non, du non, tout, non. t'as attendu. J'ai attendu 8 ans pour opérer les deux. C'est-à-dire que lui, je l'ai opéré à 19 ans. Ouais. Et, non, excuse, je l'ai blessé à 19 Ouais. ans. Lui, je l'ai blessé à 23 ans. D'ailleurs, j'ai blessé lui parce que j'ai pas opéré lui. Parce qu'en fait, par effet de compensation, Ah oui. je Ok, continuais ouais. à jouer. Hein. Je continuais à jouer, donc je finissais par mettre. Forcé trop sur l'autre. Exactement, il a déchiré. Ce qui est drôle, c'est que lui, quand je l'ai déchiré, il a déchiré vraiment avec dans une configuration qui fait en sorte que il fallait qu'il déchire. Il y a eu un grand stress dessus. Ah, ok. On va dire, j'ai fait une hyperextension dans le sens opposé, dans le sens non anatomique du Mhm. genou, tu vois. Ouf. Et lui, il a déchiré vraiment sur une passe. J'ai fait une passe et j'ai senti crac, ça a Oh tourné là à là. l'intérieur. Ouais. Parce que justement, il s'usait. Ouais. Et c'est à 28 ans que j'ai opéré les deux. Pour la petite histoire, j'ai Donc attendu. t'as traîné en Comment, fait. ouais. Ouais, comment tu te traînais ça? Comment t'es arrivé à tenir ça en fait? Tu sais quoi, j'étais devenu un maniaque de regarder au sol partout. Vraiment, j'étais devenu fou à l'idée de mettre ne serait-ce que le pied dans un trou. Parce que dès que je mettais le pied dans un trou, ça se disloquait. tu vois. Wow. C'était atroce. Ouais, j'ai survécu. Écoute. Tu sais, il y a une chose qui a fait en sorte que j'ai pris autant de temps avant de me faire opérer, c'est... ouais, on va s'exposer, hein, on va être vulnérable, j'avais peur. Ouais. Pas peur de Ouais. l'opération. J'avais peur de me retrouver seul, alité, et qu'il n'y ait personne pour prendre soin de moi. C'était aussi simple que ça. Ah, ok. Parce que je savais, tu sais, tu vas te faire opérer, il va falloir que quelqu'un Mhm. il t'aide Ouais. à manger, à faire tes trucs initialement. Donc j'ai laissé traîner. J'ai laissé traîner parce que, bon, je vous ai dit, ma mère, elle n'était pas ici, donc j'avais Et personne. puis t'étais pour pas m'aider. encore avec ta femme. Exactement. donc là. Dès que je me suis marié, on va dire 2 ans et demi plus tard, je me suis fait opérer. Ok. Ouais, t'as pris la décision là, c'est bon. Ah ouais, Genre, j'avais quelqu'un à côté de moi. Exactement. Ouais. Donc là, je me suis fait opérer. Et c'était probablement l'épreuve physique la plus dure que j'ai eue dans ma vie. Parce que le genou droit, ça va, j'en ai pris bien soin, j'ai commencé ma rééducation, je l'ai très bien fait.
il y a peut-être une erreur. Après, je crois pas vraiment que dans la vie on fait des erreurs parce que bon, quand tu es forcé à vivre avec un choix, arrête de le considérer comme une erreur. Vois-le plus comme une opportunité d'y voir quelque chose de positif. J'ai fait les opérations à 6 mois d'écart. 6 mois d'écart. Ouais. Oh, et le genou, il a réussi à se C'est un peu ça. rétablir. C'est que lui, il n'était pas encore assez prêt Ok. que j'ai fait la gauche. Et mentalement, je pense que j'ai fait une dépression en fait. Parce que quand je suis sorti du genou gauche, j'étais déjà fatigué mentalement de la rééducation de la droite. Et là, j'ai commencé à faire la gauche, mais j'y mettais pas autant de cœur que la première. Ouais. Mm. Et on va dire que bon, j'ai fait l'opération en mai, juin, juillet, août. Donc, ça prend environ 6 à 8 mois déjà, ça va, pour être bien. Ouais. Mais déjà, je prenais du retard sur mon calendrier d'entraînement et tout, de physio. Ouais. Mais là, en août, je recommence la prochaine session à l'école, qui était une session charnière parce qu'on faisait un projet intégrateur. Mhm. En génie, comment ça fonctionne, c'est, en tout cas à Polytechnique, en informatique en particulier, c'est qu'à chaque année, à la fin de cette année-là, tu fais un projet intégrateur qu'on appelle. Tu intègres certaines notions que tu as apprises dans la dernière année dans un projet plus gros. Donc là, je faisais mon deuxième projet intégrateur. Donc il fallait y mettre beaucoup de temps, beaucoup de programmation, beaucoup de notions nouvelles à comprendre. Donc, c'est là qu'on a découvert tout ce qui était méthodologie agile et tout. Mhm. Et ouais, j'ai lâché l'entraînement. Ouais. J'ai lâché l'entraînement et au Ouais, lieu- ça fatigue et puis t'avais t'avais d'autres choses à penser aussi, quoi. Donc, Ouais, absolument, absolument. Donc c'est un ok. peu le résumé de comment est-ce que j'ai réussi, on va dire, à renverser à prendre le taureau par les cornes dans ma vie, puis d'aspirer à mieux, on va dire. Ok. Et donc ensuite, quand est-ce que tu as eu l'idée justement de devenir conférencier? Écoute, ça s'est passé à la fin de l'année dernière. Ok, donc c'est tout récent ça. Ouais. Ok. J'ai toujours été quelqu'un qui simplement se passionne pour les autres. J'aime échanger avec les gens, j'aime connaître leur Ouais. vie, tu sais, il y a un genre d'adage que, bon, je sais pas s'il est officiellement documenté ou quoi que ce soit, mais moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, qui, en grandissant, essaye de faire profiter aux autres de ses propres erreurs. Mais inversement, j'ai toujours eu cette façon de voir les choses. Je me dis, je préfère apprendre des erreurs des autres que nécessairement moi-même faire toutes les erreurs possibles et inimaginables. Ouais. Mhm. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup parler avec les gens, parce que les gens te partagent des fois des choses que tu peux un peu venir rajouter à ta petite carte au trésor, tu sais, comment est-ce que tu explores ton monde. Ouais. Et un jour, tu arrives devant, on va dire, un delta, tu vas à droite ou vas à gauche. Ah ouais, mais je me rappelle, ce gars-là, il m'a dit, bah, je suis déjà là à gauche et bah, c'est pas terrible, va à droite. Ouais. Tu sais, Ouais. mais sans parler aux gens, comment tu fais pour collectionner ce genre d'informations? Exact, ouais. Donc, d'une part, c'est ça. Et de l'autre, comme je me suis dit, bon, j'ai fait le génie, j'ai des choses à raconter, j'ai, et j'ai toujours été quelqu'un qui aime aller dans des conférences. Donc là, à ce moment-là, je suis allé dans plein de conférences. Je rencontrais des conférenciers à la fin et je leur posais la question, écoute, comment t'as fait? Hmm. Et je me suis fait donner des trucs et tout. Puis il y en a un d'entre eux en particulier, Jacques, monsieur Jacques Hébert. Il m'a, il m'a dit, écoute, va t'inscrire dans un club Toastmasters. Ouais. Vous savez, c'est quoi Toastmasters? Non. Ok. Toi, tu sais, c'est sûr. Ouais, je sais. Maintenant, Ouais. tu sais. Ouais. C'est vraiment une organisation internationale qui promouvoit, on va dire, la, le fait de développer sa prise de parole en public. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait un club à côté de chez moi, c'est celui du HEC. Et j'ai écrit au président, bon, on a parlé un petit peu, et puis je me suis présenté à la première rencontre. Et à partir de là, c'est là que vraiment le déclic a eu lieu. Je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Hmm. Parce que déjà, lui, il est conférencier, il fait des compétitions, donc il m'encourage beaucoup. Et en le faisant, je me suis dit, tu sais quoi, on va faire d'une pierre deux coups. Il y a quelques temps, j'avais déjà tenté une aventure où je voulais créer du contenu sur LinkedIn. Ouais. Ça s'est pas passé comme prévu. Tu vois, je me suis pris une vraie claque. Tu vois, Ouais. je pourrais t'en parler peut-être un autre moment, mais au moins, je m'étais documenté très très bien par rapport à tout ce qui était la théorie autour de comment écrire un bon post, Mhm. comment fonctionne l'engagement, tu sais, comment faire grossir ton réseau, tous les outils qui peuvent te faire permettre d'aller chercher un peu plus de réactions sur un post par rapport à un autre. Tu vois. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, en plus d'aller dans ces ateliers, je vais documenter mon parcours sur LinkedIn. Donc, Mhm. chaque mercredi, je poste un post. Ouais. Et depuis, je m'y attendais pas, hein, mais il y a eu pas mal de monde qui ont rejoint le club
étant donné le contenu que je partage. Et en soi, j'en suis fier, tu sais, parce que Ouais. j'ai toujours été quelqu'un qui a évité à fond les réseaux sociaux. J'ai toujours vu plus de mal que de bien, admettons. Mhm. Ouais. Et là, là, on va dire, je remets un peu en question ma façon de voir les choses. Parce que je me suis rendu compte que j'ai découvert des personnes magnifiques. Moi-même, ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus sur moi, puis de commencer à développer un peu ce skill-là qui est de parler devant les autres. Mhm. Et ben d'ailleurs, si c'était pas ça, je serais pas là. Ouais, c'est Tu vrai. sais, c'est un fou. peu la philosophie que j'essaye de propager autour de moi. Ouais. Le plus de choses que tu essaies de tenter, le plus de variété d'opportunités de récolter des choses qui étaient un peu unexpected Ouais. que tu auras. Tu vois? Ouais. J'ai un peu mélangé de l'anglais et du français, mais tu sais, Ouais. on est au Québec Ok. ici, donc Ça va. on aime beaucoup angliciser le Ouais. français. Mais voilà, c'est un peu ça l'aventure. Ok. Ouais, c'est vrai que je sais pas si tu as déjà vu les posts de Fares là, mais il raconte une histoire dans chacun de ces posts là. Non, j'ai Et pas eu c'est, l'occasion. Bah, c'est vous et- deux qui avez été en contact Ouais, ça. principalement avant. Mais Mais ouais, je regarderai du coup. donc je t'invite d'aller voir, et puis j'invite aussi aux internautes d'aller voir là les posts de Fares. Et c'est vraiment une histoire en fait à chaque. Et c'est vrai qu'à chaque mercredi soir, je Ouais, crois, chaque mercredi midi chaque environ. mercredi midi, il publie un truc sur ce qu'il a vécu au Toastmaster de la veille. Et ouais, je confirme, il y a dans les commentaires, tout ça, c'est bien des gens en fait qui ont vu ces posts, qui vont ensuite dans ce club-là. C'est marrant ça. Ouais, c'est fou. Et après, pareil, tu as d'autres personnes, c'est les réseaux, hein, tu as d'autres personnes qui disent ah, j'ai rejoint le truc Toastmaster, je remercie Fares. Ouais, en fait, parce que c'est incroyable. Tu sais, ce qui est drôle, c'est, on va dire pas le dernier atelier, celui d'avant. On avait battu un record d'audience. On avait plus d'une quarantaine de personnes dans la salle. On n'avait plus de chaises où s'asseoir. Euh, on devait se présenter initialement. Et sur les 40 personnes qu'il y avait environ, il y en a eu presque 10 qui étaient là à cause des posts. Moi, Ouais. j'étais Ok. honoré. J'étais comme, ah ouais, c'est cool les réseaux, ça permet de, tu sais, de propager la bonne parole. Ça sert hein, en fait. Hein, ouais. Absolument. Puis tu sais, dans mes posts, par exemple, on n'a pas un atelier à chaque semaine à Toastmasters. On en a un chaque 2 semaines. Mhm. Le premier et le troisième mardi du mois. Et le lendemain de ce mardi-là, je fais un post à consonance Toastmasters, c'est sûr. Mais le mardi suivant, souvent, je partage une leçon de vie. Quelque chose qui m'a marqué, Mhm. qui m'a un peu apporté une façon de voir les choses qui m'a été utile tôt ou tard. Mhm. Souvent, ça tourne autour de choses que ma maman m'a apprises. Ouais. Tu sais, on en parlait tantôt, ma mère, c'est un repère. Mhm. Par exemple, un des posts que j'avais écrit, c'est une histoire toute bête, mais j'avais revu un ami après plus d'une dizaine d'années, et il m'a rappelé cette histoire-là. À l'époque, on venait d'une famille défavorisée, donc quand j'allais à l'école avec ma petite boîte à lunch, il y avait, on va dire, une nourriture qui était bonne, hein, Mhm. mais que les autres ne connaissaient pas forcément. Donc, je suis beaucoup de railleries par rapport à ce que je ramenais à l'école. Mhm. Et à un moment donné, je me suis plaint à ma mère. Je lui ai dit, maman, pourquoi les gens ils rigolent de ma nourriture? Elle est bonne, mais tu sais, je veux pas qu'on rie de moi. Mhm. Et ça l'a touchée. Et elle avait vraiment pas les moyens, mais après, elle a commencé à acheter tu sais, toutes sortes de petites collations, des fromages emballés en portions, Mhm. des petits Comme les gâteaux. autres. Ouais, pour faire comme les autres. Mais en fait, pour faire mieux que les autres. Carrément. Et là, depuis ce temps-là, je commençais à aller à l'école avec des lunchs. Et ces mêmes personnes-là qui riaient ont commencé à limite envier mes Ouais. lunchs. Tu vois. Mais moi, ma mère, elle m'a appris quelque chose. Elle m'a dit, quand ces gens-là vont revenir vers toi, bah, partage avec eux. C'est pas le moment de te venger. Mhm. Ça sert à rien. Mhm. Elle m'a dit, partage avec eux. Comme ça, tu sais, on va maximiser, on va dire, le capital bonheur pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de redonner son change à la personne qui a été méchante avec toi. Tu vois. Mhm. Et cet ami-là avec qui j'ai pris un café, qui m'a rappelé cette histoire-là, il me l'a rappelé sous un autre angle. En fait, lui a questionné sa propre maman. Il a dit, maman, mon ami Fares, ils sont pauvres et sa mère lui fait des boîtes à lunch, c'est incroyable. Ouais. Et là, il lui dit, maman, je comprends pas. Là, la dame, elle lui dit, écoute, mon fils, en fait, ça, c'est une dame qui essaie simplement de protéger la dignité de son fils. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu envie de pleurer, tu vois, parce que c'est une histoire que j'ai oubliée. Mhm. Mais en m'en rappelant, je me suis rappelé un peu tous les sacrifices que cette dame-là a dû faire pour moi. Mhm. Donc c'est. Non, c'est beau. C'est vrai que c'est la Mhm. puissance d'une mère, quoi. Bah, c'est ce qui Vas-y, inspire hein. mes posts. Je raconte des choses qui sont, selon moi, simples, Ouais. mais je fais de mon mieux pour les écrire bien. Mhm. Parce qu'il y a aussi quelque chose que, bon, après, dans ma vie, mon père aussi
a pris une place importante, tu sais. Et une des choses qui m'a inculqué, c'est que si tu fais quelque chose, fais-le bien, c'est tout. Mhm. Après, ça, on va dire, ça peut être un couteau à double tranchant parce que tu pourrais finir par devenir tellement perfectionniste que tu te dis, bon, je fais plus rien si c'est pas parfait. Faire attention. Ouais. Voilà. Mais, tu sais, en ce qui concerne au moins ces posts-là, quand j'écris un post, j'essaie de le faire bien. J'essaie de faire honneur à l'élément, on va dire, à la petite histoire que j'essaie de raconter et de faire honneur au lecteur. Parce que je me dis, bon, si je réussis à aller accaparer 30 secondes, 45 secondes de ton temps, bah, j'ai bien envie de t'honorer, tu vois, par rapport à ce que j'essaie de te transmettre. Ouais. C'est un peu ça la volonté derrière. Ok. Il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure quand tu parlais de Jacques. Ouais. Tu disais qu'il faisait des compétitions. Non, là, je parlais de Jacques. Ça, c'est le conférencier que j'ai rencontré dans un événement Ouais. qui, lui, m'a référé à Toastmasters. Ok. Mais le président du club, Ok. Jonathan Réau, Ok. lui, il fait des compétitions Des compétitions de. de prise de parole publique, Ah ouais, ok. mais avec Toastmasters. Il se passe quoi en fait dans Toastmasters? Parce que Simple. ça, je sais pas ce que c'est. Ça va être une bonne occasion pour le Ouais. présenter. Exact. Un atelier, c'est très simple. Les invités du soir viennent et on a deux parties. Une première partie où est-ce que les personnes qui ont été désignées préalablement vont présenter un discours préparé. Là, jusqu'à présent, j'en ai fait 3. Tu fais un discours de 5 à 7 minutes Ok. et à la fin, tu as des personnes désignées encore une fois dans la salle qui vont venir t'évaluer, te donner un peu des trucs, des astuces pour un peu améliorer la livraison de ton discours. Mhm. Et tu as la deuxième partie qui s'appelle les Tabletop Topics. C'est une séance d'improvisation. Tu as un animateur qui est désigné, qui lui arrive avec une thématique à chaque fois différente et on invite les personnes à venir participer en 2 minutes. Comme l'un des derniers posts que j'ai fait qui a été inspiré par l'une de ces séances-là, le garçon Jonas, il a, il a proposé à l'audience de venir parler d'un surnom qui le représente bien. Ok. Donc, ça, c'est une des façons de pouvoir, on va dire, guider, orienter cette deuxième partie. Et en 2 minutes, tu te présentes. Là, moi, par exemple, c'était drôle parce que c'est un peu ce que je dis dans le post. Au début, il y a un petit moment d'hésitation. Tu veux pas être le premier à parler. Surtout que vous étiez 40, non? Ça, c'est ça que tu disais? Ouais, environ, ouais. Ouais. Ben, je me suis dit, tu sais quoi, c'est le moment de venir à la fois personnifier ce surnom-là dont je voulais parler. Ouais. Ben, en fait, j'ai parlé du fait d'être un facilitateur. Moi, c'est une chose c'est une identité à travers laquelle j'essaie de m'investir, d'être un facilitateur, faciliter aux autres. Mhm. Que ce soit dans ma façon de parler, que ce soit dans la façon d'essayer d'aider les autres à atteindre leurs objectifs, comme par exemple en ce qui concerne la prise de parole publique. Bah, j'ai levé la main direct. Je dis, bon, ben, Jonas, dans ma tête, ça c'est mon petit discours interne. Ouais. Jonas, je te laisserai pas tout seul en train d'attendre que quelqu'un vienne répondre on va dire, à ton invitation. Donc, je me suis levé, puis j'ai parlé du fait d'être un facilitateur. De un, pour faciliter à Jonas, et aussi pour faciliter aux nombreuses personnes qui étaient là des fois pour la première fois. Parce que bon, si quelqu'un lève la main et puis se jette comme ça dans la piscine, comme on l'appelle, Ouais. bah, ça va faciliter la tâche aux autres. Donc, c'est Ouais. ce qui s'est passé. Ok. C'est vrai que ça, c'est toujours dans les formations qu'on fait là. C'est quand on est nombreux dans la salle et que Ouais. le formateur pose une question. Personne ne répond. T'attends toujours la première personne qui va répondre en fait et t'as toujours, c'est comme dans les films de cow-boy avec la paille qui la roule, boule de là, tu paille, sais, là, la ouais. boule de paille qui roule. Mais tu sais, j'en ai fait carrément un algorithme dans ma tête. Ouais. C'est quand je ressens ce moment-là, je ferme le cerveau puis je lève la main. Ouais, moi, Même je fais si je pareil. sais même pas quoi Ouais. dire, Exact. j'y vais parce que je me dis, bon, Au moins c'est passé. ouais, Tu l'as fait, moi t'as pris la parole devant tout le monde et puis les autres derrière ils enchaînent quoi. absolument. Mais je suis pareil, moi, j'aime pas trop, tu sais, laisser trop le blanc et puis tu te mets à la place du formateur Ouais, qui pose une question et hop, allez, il attend que le premier. Ouais, je suis d'accord. donc Et, t'es un facilitateur toi aussi. Bah, c'est mon métier aussi, facilitateur. Voilà, donc, c'est carrément ça. c'est ça. Mais c'est vrai que dans tes cérémonies, des fois, il doit y avoir ces moments-là où Bah oui, surtout dans les événements de Scrum, quand tu fais des rétrospectives, quand tu fais les brise-glaces justement, où tu essayes de faire en sorte que tout le monde prenne la parole, prend la parole justement pour essayer de détendre l'atmosphère. C'est vrai que si ton jeu ne marche pas bien, ton brise-glace ne marche pas bien, tu dis oh mais j'ai oublié quelque chose quoi. Ouais. Donc quand c'est comme ça, c'est pas bien, mais je force quelqu'un à parler quoi. Ben, il faut.
C'est tout, parce que sinon ça avance pas, quoi, tu vois. Et puis, après, dès qu'il y a une personne qui parle, après ça enchaîne. Ouais, non, les langues, c'est délit Ouais, après. après ça enchaîne, quoi, directement, quoi. Donc c'est plus simple, quoi. Mais après, moi, je suis dans le bon côté, parce que je suis facilitateur, donc et moi, je vais parler un petit peu plus de moi, du coup, là, mais quand je fais mes brise-glaces, des fois, je fais des trucs, je sais pas comment mes équipes peuvent rentrer dans le jeu, je sais, ils sont fous, en fait. Je propose des trucs, je sais même pas, moi, j'oserais pas faire. Mais eux, en fait, ils jouent à fond dedans, quoi. Bah, depuis le Donc temps qu'ils te connaissent. ouais, c'est peut-être de ça. Donc j'ai vraiment le bon côté. Ouais. Parce que pousser les gens à faire et tout ça, toi, c'est le bon côté, quoi. Et eux, chapeau pour eux, parce qu'à chaque fois, ils rentrent dedans, ils jouent et puis ils s'éclatent, quoi. Et c'est ça aussi la beauté d'un facilitateur quand tu vois que l'équipe, en fait, s'épanouit dans ce que tu lui proposes de faire, quoi. Bah ça parle aussi d'un facilitateur qui connaît son équipe aussi. Aussi, exactement. C'est plus simple aussi quand c'est comme ça, c'est vrai. Ouais, parce que Ouais. si tu connais pas à qui t'as affaire, c'est un peu compliqué de. Bah là, tu vas faire des brise-glaces un peu plus bateau, on va dire. Oui, Voilà. absolument. Après, quand tu connais ton équipe, tu dis, allez, je peux aller plus loin, plus loin, plus loin, donc tu vas faire des trucs un peu plus compliqués, quoi. Absolument. Donc voilà. Tu te vois conférencier dans combien de temps, là, à peu près, là? Bah, tant que ça prend. Tu sais, Ok. en commençant à faire du contenu sur LinkedIn, à un moment donné, j'ai appris un concept que bon, j'utilise déjà dans ma vie, mais j'ai mis un mot dessus. C'est le paradoxe de Stockdale. Je sais pas si vous avez déjà entendu De parler de ça. stock? Non. Stockdale. Non. C'est en gros, en fait, c'est issu probablement du stoïcisme. C'est le fait de, en vue d'un certain outcome, on va dire, de se persuader qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir, c'est d'avoir confiance en ses capacités, mais d'aussi être prêt à accepter la pire des situations possibles. Tu vois? Mhm. Donc c'est un peu comme ça dans ma tête. Je me dis, je sais que je vais y arriver. J'ai aucun doute que je vais devenir conférencier. Ouais. Mais si ça se passe pas nécessairement comme prévu, je suis prêt aussi. Il n'y a pas de problème. Je serai pas le dernier à plaindre parce que bon, j'ai d'autres choses aussi. J'ai une famille à travers laquelle je m'épanouis. J'ai fait mes études en génie. J'ai ma carrière. Mhm. J'ai des amis. J'ai plein de choses. Il n'y a pas que ça. Ouais. Mais j'ai vraiment confiance en mes capacités. Ouais. Et d'où vient cette confiance-là? Je pense elle vient surtout du fait que je m'intéresse aux autres. C'est peut-être un peu paradoxal par rapport à ce qu'est être un conférencier. Un conférencier parle, présente, il donne, il donne, il donne. Mais moi, je pense qu'il y a une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire que pour pouvoir donner, il faut d'abord être quelqu'un qui s'intéresse aux autres pour leur donner quelque chose qui leur est utile. Ouais. Donc, c'est un peu ma façon de voir les choses. Ouais, tout à fait. Faut te nourrir, en fait, des expériences des autres aussi. Ouais. Pour compléter avec ton expérience, pour ensuite distribuer, quoi. Bah aussi C'est de te vachement nourrir important. de personnes qui l'ont déjà fait avant toi. C'est Exact. un des premiers conférences avec qui j'ai eu une certaine, on va dire un certain contact, c'était justement Benoît. Mm. Et quand tu analyses Benoît, tu es comme, ok, ouais, there's levels to this game. Tu sais, Ah, bah ça, nous, on l'a vu sur scène, bah tu l'as vu aussi. Ouais, C'est impressionnant, hein. bien sûr. C'est impressionnant. Mais je pense que c'est aussi ça que Benoît propage comme façon de voir les choses. Tu sais, Ouais. je me rappellerai tout le temps quand j'avais lu son livre, j'ai découvert un peu comment est-ce que. Tu sais, ses blessures au foot, je pense lui c'était une blessure à la hanche. Ouais. Et je lisais son livre et j'étais comme, ouais, moi j'ai eu mes blessures au genou, tu sais, je me voyais dedans. Ouais. Et il y avait un exercice qu'il proposait dans son livre, c'était le fait tu sais, de façon impromptue, de payer le café à la personne qui te précède, qui est derrière toi, Ok. au café. Juste pour propager le fait de faire du bien gratuitement aux autres. Tu vois? Et tu sais, c'est le genre de philosophie que des fois j'essaie d'appliquer dans ma vie parce que elles te font grandir. Tu sais, voir les gens autour de toi être. C'est pas s'attendre à quelque chose qui les fait sourire comme ça. Sérieux, tu peux carrément t'en nourrir. Mhm. Et faire on va dire, de cette petite. De ce que tu as ici, là, tu sais, ton cœur, de le faire grandir. D'en faire un peu un outil, une boussole qui te pousse souvent à aller vers l'autre et à découvrir de belles choses. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Merci. Ouais, c'est une bonne conclusion, je pense. Moi, j'irai prendre un café après Fares. Ouais, C'est ouais, ce et que j'irai je après toi. Comme ça, tu me le donneras. Et bon, il n'y aura personne derrière moi, Ce je serai serait bien. tranquille. Et le mot de la fin, si tu avais un objectif, là, un rêve ultime en tant que conférencier, quel événement tu souhaiterais participer en tant que conférencier? C'est drôle, ce serait déjà de réussir à décrocher. Parce que j'ai appliqué à un TEDx. Moi, je me suis recalé, c'est pas grave. Je me suis Ok. dit, bon, là, on va persévérer parce que c'est un peu ça ma philosophie. Hein. C'est
faut persévérer pour finir par réussir, par décrocher quelque chose. Ok. Donc, un TEDx, tu sais, ou bien un événement où est-ce que je peux parler à des jeunes. Et ça, c'est un créneau qui me passionne beaucoup. Mhm. Parler à des jeunes qui sont passés par des aventures un peu comme les miennes, Ok. pour leur expliquer comme quoi qu'en réalité, il n'y a rien qui a une finalité en soi, hein. Tu peux aujourd'hui être au fond du trou, puis demain être sur une montagne. Ouais. Mhm. Il s'agit juste de trouver le bon mindset pour vaincre un peu cette inertie-là, des fois dans laquelle on se retrouve. Mm. Donc, ce serait le genre de choses qui me plairait bien. Ok. Sinon, après aussi, parler de TI, hein. Ah oui, On verra. après il y a l'Agile Tour aussi où tu pourrais très bien C'est vrai, ça. présenter des Absolument. choses. Hein. Absolument. Et J'ai puis- failli m'inscrire pour Agile Tour Sherbrooke. Ok, Il y a eu Claudia sur les réseaux ouais. qui m'a montré un peu comment appliquer et tout. Mais j'avais pas le temps, j'avais mes derniers examens et tout, donc Ok. j'ai pas pu. Bon, maintenant que tu as fini tes examens, tu as le temps de te poser, profiter de ta Ouais, famille, ouais, ouais, profiter là, de c'est- ça et puis J'arrive pas réfléchir. encore à y croire, hein. C'est fait, c'est fait. Ouais. Eh, t'es bien maintenant. T'es tranquille. Yes. C'est bon pour toi? Ouais. Merci les gars. Non, c'est un Merci. honneur. Merci Fares. à toi, Fares. Merci à toi d'être venu et d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est cool. À la prochaine et bon courage. Hein. Merci les gars. Merci. Merci, Fares. C'était un plaisir les gars. Ouais, ciao.